Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous plongeons dans une saga qui a marqué l'histoire du sport, l'affrontement légendaire entre George Foreman et Muhammad Ali lors du Rumble in the Jungle en 1974. Ce combat, l'un des plus emblématiques de la boxe, a commencé comme une rivalité féroce, portée par une confession crue de Foreman des années plus tard: « Je voulais le frapper si fort qu'il ne se battrait plus jamais » USA Today, 2025. Mais ce qui débuta dans la rage se transforma en une amitié profonde, scellée par le respect et la rédemption. Avant sa mort en mars 2025, Foreman révéla une vérité émouvante sur Ali, un secret qui éclaire leur lien unique. Si vous êtes passionné par les récits de résilience, les combats épiques et les histoires d'amitié improbables, mettez un pouce bleu, partagez, et abonnez-vous avec la cloche pour ne rien manquer. George Edward Foreman naît le 10 janvier 1949 à Marshall, Texas, dans une Amérique marquée par la ségrégation raciale et les inégalités économiques. Élevé dans le Fifth Ward, un quartier pauvre de Houston, il grandit avec 6 frères et sœurs sous la garde de sa mère, Nancy, une cuisinière qui lutte pour nourrir sa famille. By George, 1995. Son père biologique, le roi Morehead, est absent, et J.D. Foreman, le mari de Nancy, est un cheminot alcoolique offrant peu de stabilité. On mangeait du pain sec et de la mélasse certains jours, mais l'amour de ma mère nous tenait debout, confiera Foreman à The Guardian, 2014. À 13 ans, George est déjà imposant, un M88, 90 kg, et connu pour son tempérament explosif. J'étais un voyou, je volais, je me battais, je terrorisais le quartier, dira-t-il à Sport Illustrated, 1994. Abandonnant l'école à 15 ans, il s'enfonce dans la délinquance, volant des portefeuilles et se battant dans les rues de Houston. Une nuit, après un vol raté, il échappe à la police en se cachant sous une maison abandonnée, couvert de boue pour tromper les chiens. Je me suis vu comme un rat d'égout, racontera-t-il à Newsday, 1991. Ce moment de honte devient un déclic. Une publicité pour le Job Corps, un programme fédéral pour les jeunes défavorisés, attire son attention. À 16 ans, avec l'accord de sa mère, il s'inscrit, apprenant la maçonnerie et la menuiserie. C'est là qu'il découvre la boxe, initialement pour perdre du poids et s'endurcir pour les bagarres de rue. Je pensais que la boxe me rendrait encore plus fort dans la rue, confiera-t-il à Rinkside Report, 2000. Sous la tutelle de Doc Broadu, un entraîneur local, il canalise sa rage. En 2 ans, il accumule 22 victoires en boxe amateur, avec seulement 4 défaites, montrant une puissance brute qui attire l'attention des recruteurs olympiques. En 1968, à 19 ans, Foreman se qualifie pour les Jeux olympiques de Mexico, un événement marqué par des tensions mondiales, assassinat de Martin Luther King Jr. et Robert Kennedy, manifestations contre la guerre du Vietnam, et lutte pour les droits civiques. Dans la catégorie poids lourd, il domine ses adversaires. Il bat Luc Jean Trela de Pologne par décision unanime, stoppe Ion Alex de Roumanie au 3e round, mais KO Giorgio Bambini d'Italie au 2e, et en finale, affronte Jonas Epulis, un vétéran soviétique de 29 ans avec plus de 220 combats amateurs. Epulis, le visage en sang dès le premier round, prend un compte de 8 au 2e avant que l'arbitre n'arrête le combat. Wikipédia, 2025. Foreman remporte la médaille d'or, devenant une sensation mondiale. Après sa victoire, il brandit un petit drapeau américain dans le ring, un geste spontané pour affirmer son identité. Je voulais juste qu'on sache que j'étais américain, dira-t-il à The Undefeated, 2016. Ce moment suscite la controverse, contrastant avec le salut Black Power de Tommy Smith et John Carlos, 10 jours plus tôt. Un gars m'a reproché d'avoir trahi les frères, se souviendra-t-il, expliquant qu'il n'avait pas voulu faire de politique, mais simplement exprimer sa fierté personnelle. Malgré les critiques, cette médaille le propulse sur la scène internationale, ouvrant la voie à une carrière professionnelle. En 1969, à 20 ans, Foreman passe professionnel, entraîné par des légendes comme Archie Moore, ancien champion poids mi-lourd, et Sandy Sadley, un coach réputé pour sa rigueur. Sa puissance est terrifiante. Entre 1969 et 1973, il enchaîne 37 victoires, dont 34 par KO, en seulement 3 ans. Ses poings étaient comme des marteaux-pilons, capables de briser n'importe qui, décrira un adversaire dans Boxing Daily, 2021. En janvier 1973, il affronte Joe Frazier, champion du monde invaincu, à Kingston, Jamaïque. Frazier, qui avait battu Ali en 1971, est favori à 3 contre 1. Mais Foreman le démolit, l'envoyant au tapis 6 fois en 2 rounds. Down goes Frazier. Down goes Frazier,
hurle le commentateur Howard Cosell, un cri devenu légendaire, The Athletic, 2025. À 23 ans, Foreman devient champion du monde WBA et WBC, un colosse apparemment invincible. Il défend son titre avec la même brutalité. José Roman est stoppé en 50 secondes, et Ken Norton, qui avait donné du fil à retordre à Ali, est mis KO en 2 rounds. À 25 ans, Foreman est invaincu, avec un record de 40-0, dont 37 KO, surnommé Big George pour sa stature imposante de 1m93 et 100 kg. Il frappait comme si le ring allait s'effondrer, dira Angelo Deudy, l'entraîneur d'Ali, Sport Illustrated, 1994. Mais en 1974, un défi monumental se profile. Muhammad Ali, l'ancien champion déchu de son titre en 1967 pour avoir refusé la conscription au Vietnam, veut récupérer sa couronne. Ali, connu pour sa vitesse, son charisme et sa langue acérée, surnomme Foreman The Mummy pour moquer sa lenteur apparente. « Je vais danser autour de lui jusqu'à ce qu'il tombe », plaisante-t-il dans une interview, USA Today, 2025. Ce combat, baptisé Rumble in the Jungle, s'annonce comme un choc des titans, un affrontement entre la puissance brute de Foreman et l'intelligence tactique d'Ali. Foreman, à ce stade, n'est pas seulement un boxeur. Sa foi naissante, son amour pour sa mère, et son humilité commencent à façonner son caractère. « La boxe m'a sauvé de la rue, mais c'est ma famille qui m'a défini », confiera-t-il à The Guardian, 2014. Plus tard, son succès avec le George Foreman Grill, qui générera une fortune estimée à 300 millions de dollars, et son rôle de pasteur montreront sa polyvalence. Mais en 1973, il est encore un jeune homme guidé par une rage brute, déterminé à rester champion à tout prix. Le monde entier attend avec impatience le combat contre Ali, prévu à Kinshasa, Zaïre, un événement qui va changer leur vie à jamais. En 1974, George Foreman est au sommet de sa gloire. À 25 ans, il est champion du monde WBA et WBC des poids lourds, invaincu avec un record terrifiant de 40 victoires, dont 37 par KO. Ces victoires contre Joe Frazier et Ken Norton, 2 boxeurs qui avaient défié Muhammad Ali, le placent comme favori incontesté. Foreman était un rouleau compresseur, personne ne pouvait l'arrêter, dira le promoteur Bob Arum, The Athletic, 2025. Ali, à 32 ans, est une légende controversée. Déchu de son titre en 1967 pour avoir refusé la conscription au Vietnam, il est revenu en 1970, mais sa défaite contre Frazier en 1971 a terni son aura. Pourtant, son charisme et sa verve restent inégalés. Le combat, organisé à Kinshasa, Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, est une idée audacieuse du promoteur Don King, financé par le dictateur Mobutu Sese Seko pour promouvoir son régime. Avec une bourse de 5 millions de dollars pour chaque boxeur, c'est l'événement sportif le plus lucratif de l'époque. ESPN, 2025. Mobutu voulait montrer que l'Afrique était prête pour le monde, expliquera Don King, When We Were Kings, 1996. Le stade du 20 mai, prévu pour accueillir 60 000 spectateurs, devient le théâtre d'un spectacle suivi par des millions via satellite. Foreman s'entraîne avec une intensité brutale, frappant des sacs de sable jusqu'à les déchirer. Je voulais qu'Ali ait peur avant même de monter sur le ring, confiera-t-il à Sport Illustrated, 1994. Il arrive au Zaïre confiant, convaincu que sa puissance écrasera Ali comme elle a détruit Frazier et Norton. Mais un incident imprévu bouleverse ses plans. À 6 semaines du combat, prévu pour septembre 1974, Foreman se blesse à l'arcade droite lors d'un sparring avec Bill McMurray. La coupure, nécessitant 8 points de suture, force un report d'1 mois, USA Today, 2025. Cette blessure m'a déséquilibré, je ne pouvais plus m'entraîner comme avant, dira-t-il à The Ring, 2000. Bloqué au Zaïre pour éviter des complications de visa, Foreman est limité à des exercices légers. Je frappais l'air, je shadowboxais, mais je sentais que je perdais mon rythme, racontera-t-il, by George, 1995. Cette pause donne un avantage crucial à Ali, qui transforme ce délai en une arme psychologique. Ali, maître de la guerre mentale, exploite chaque instant. Il parcourt les rues de Kinshasa, serrant des mains, dansant avec les habitants, et s'adressant aux foules en lingala, la langue locale. Ali, Bomé. Ali, tue-le. Devient un cri de ralliement, scandé par des milliers de Zaïrois, When We Were Kings, 1996. Ali est devenu leur frère, leur héros, un symbole de l'Afrique qui se lève, dira un journaliste local dans The Guardian, 2014.
Il s'entraîne en public, courant à l'aube, plaisantant avec les enfants, tandis que Foreman reste cloîtré dans son camp, entouré de son équipe américaine. Partout où j'allais, j'entendais Ali, Bomet. Ça m'a atteint plus que je ne l'admettais, confiera Foreman, ESPN, 2016. La foule, initialement neutre, adopte Ali comme un champion de la décolonisation, tandis que Foreman, perçu comme un étranger, se sent isolé. J'étais le champion, mais je me sentais comme un intrus, dira-t-il à By George, 1995. Ali pousse l'avantage psychologique à l'extrême. Il surnomme Foreman The Mummy pour moquer sa lenteur apparente, déclarant à la presse « Je vais danser autour de lui jusqu'à ce qu'il s'effondre » USA Today, 2025. Ces provocations, relayées par les médias mondiaux, sèment le doute dans l'esprit de Foreman. Ali parlait sans arrêt et ça rentrait dans ma tête comme un poison, admettra-t-il à The Athletic, 2025. Ali s'entraîne sous les yeux des Zaïrois, transformant chaque séance en spectacle, tandis que Foreman, frustré par sa blessure, reste à l'écart. Il avait le peuple, j'avais la solitude, confiera-t-il, ESPN, 2016. Le contexte du Zaïre joue un rôle clé, la chaleur étouffante, 30 degrés Celsius la nuit, l'humidité oppressante et un ring critiqué plus tard par Foreman pour sa mollesse favorise Ali, habitué aux conditions difficiles. Ali semblait chez lui, comme s'il était né ici, dira Foreman. La stratégie d'Ali dépasse le ring. En gagnant la foule, il transforme Foreman en méchant d'une histoire qu'il contrôle déjà. Le combat, prévu à 4 heures du matin pour s'adapter au public américain, s'annonce comme un choc culturel autant que sportif. Foreman, avec sa puissance brute, croit pouvoir écraser Ali en quelques rounds. Ali, avec son intelligence tactique, prépare une surprise qui va redéfinir la boxe. Le 30 octobre 1974, à Kinshasa, Zaïre, le Rumble in the Jungle entre dans l'histoire comme l'un des combats les plus emblématiques de la boxe. Le stade du 20 mai, à 4 heures du matin pour s'aligner avec l'audience américaine, est en ébullition avec 60 000 spectateurs scandant Ali, Bomet. Foreman, 25 ans, entre sur le ring en champion du monde invaincu, avec un record de 40 victoires, dont 37 par KO. Sa puissance est comparée à un train de marchandises par les commentateurs. Sport Illustrated, 1974. Ali, 32 ans, est donné perdant à 4 contre 1, sa vitesse et son endurance mises en doute après des combats éprouvants contre Frazier et Norton. Je voulais le frapper si fort qu'il ne se battrait plus jamais, confessera Foreman des années plus tard, USA Today, 2025. Mais Ali, maître de la stratégie, a un plan qui va stupéfier le monde. Dès le premier coup de gong, Ali surprend Foreman avec des directs du droit rapide et précis, visant l'arcade récemment blessé. Il frappait comme un éclair, je ne m'attendais pas à ça, racontera Foreman à By George, 1995. Ces coups ne blessent pas gravement, mais ils perturbent le rythme de Foreman, habitué à dominer dès les premières secondes. Au deuxième round, Ali change radicalement de tactique. Au lieu de danser autour du ring, comme il l'avait annoncé, il s'appuie sur les cordes, absorbant les coups de Foreman au corps tout en protégeant sa tête avec ses bras et ses gants. Cette stratégie, plus tard baptisée rope-a-dope, force Foreman à déchaîner sa puissance dans des frappes incessantes, s'épuisant sous la chaleur étouffante du Zaïre. Je croyais l'avoir coincé, mais il me laissait frapper, confiera Foreman à ESPN, 2016. Entre les échanges, Ali murmure des provocations, « C'est tout ce que t'as, George ? Montre-moi quelque chose. » When We Were Kings, 1996. Ces mots, combinés à la foule hurlant pour Ali, sèment le doute dans l'esprit de Foreman. Round après round, Foreman frappe sans relâche, convaincu qu'il épuise Ali. Mais la réalité est inverse. La chaleur africaine, l'humidité et l'effort colossal drainent son énergie. Mes bras devenaient lourds, mes jambes molles, je ne comprenais pas ce qui se passait, dira-t-il à The Ring, 2000. Ali, toujours vif, place des jabs et des crochets précis dès qu'une ouverture se présente, marquant le visage de Foreman de bleu et de gonflement. La foule s'enflamme à chaque coup d'Ali, amplifiant la pression psychologique. Ali, Bomet, résonne comme un mantra, faisant de Foreman un étranger dans le ring. Au 5e round, les coups de Foreman, autrefois dévastateurs, deviennent désordonnés. Ali, endurci par des années d'entraînement, encaisse les coups au corps sans fléchir. J'ai vu la douleur dans ses yeux, mais il continuait, confiera Foreman, USA Today, 2025. Au 8e round, Foreman est à bout de souffle. Ses bras sont lourds, ses jambes vacillent, ses coups prévisibles.
Ali, sentant l'opportunité, bondit des cordes avec une combinaison fulgurante, un crochet gauche suivi d'un direct droit à la mâchoire. Foreman s'effondre, son premier KO en carrière. Le monde s'est arrêté, tout était au ralenti, décrira-t-il, The Athletic, 2025. L'arbitre arrête le combat à 2h58 et Ali est déclaré champion du monde, récupérant son titre après 7 ans. La foule explose, célébrant Ali comme un héros africain. Foreman, humilié, quitte le ring sous les cris de Ali, Bomet. Je me sentais comme le méchant d'un film où tout le monde acclame le héros, dira-t-il à By George, 1995. Le Rumble in the Jungle est plus qu'un combat, c'est une leçon de stratégie et de résilience. Ali m'a battu avec son esprit, pas ses poings, admettra Foreman, Sport Illustrated, 1994. La rope-a-dope, née de l'intuition d'Ali, a transformé la puissance de Foreman en faiblesse, prouvant que l'intelligence peut triompher de la force brute. La défaite de George Foreman face à Muhammad Ali lors du Rumble in the Jungle en 1974 n'est pas qu'une perte de titre, c'est une fracture psychologique qui le pousse à réévaluer sa vie. Cette nuit m'a brisé, mais elle m'a aussi reconstruit, confiera-t-il à The Guardian, 2014. À 25 ans, Foreman était l'invincible champion, comparé à un tank humain, Sport Illustrated, 1974. Mais la stratégie rope-a-dope d'Ali et les cris de Ali, Bomet, le laissent humilier. J'étais le méchant, conspué par une foule qui adorait Ali, dira-t-il à By George, 1995. Dans l'immédiat, Foreman cherche des excuses. Le ring était trop mou, l'arbitre a compté trop vite, sa blessure à l'œil l'a handicapé. Je ne pouvais pas accepter que j'avais perdu, avouera-t-il à ESPN, 2016. Mais au fond, ce sont les provocations d'Ali, c'est tout ce que t'as, George. Et sa propre impuissance qui le hante. Ali a planté des graines de doute dans ma tête, confiera-t-il, The Athletic, 2025. Pendant un an, il ne combat pas, s'enfonçant dans la dépression. Je me réveillais la nuit, revoyant Ali me narguer, racontera-t-il à The Ring, 2000. En 1976, Foreman revient sur le ring, déterminé à prouver qu'il est toujours un champion. Il enchaîne 5 victoires par KO, dont une contre Ron Lyle dans un combat brutal nommé « Combat de l'année » par The Ring, 1976. Mais en mars 1977, face à Jimmy Young à Porto Rico, il perd par décision unanime après 12 rounds épuisants. Dans les vestiaires, épuisé et déshydraté, Foreman vit une expérience mystique. J'ai senti la présence de Dieu, comme une lumière qui me parlait, dira-t-il à Sport Illustrated, 1994. À 28 ans, il abandonne la boxe pour devenir pasteur à Houston, prêchant dans une petite église qu'il finance lui-même. La boxe m'avait donné la gloire, mais Dieu m'a donné un but, expliquera-t-il, The Athletic, 2025. Il fonde un centre communautaire pour les jeunes défavorisés, inspiré par son propre parcours. Je voulais offrir aux gamins ce que le Job Corps m'avait donné, confiera-t-il. Cette période marque une transformation profonde. Foreman, autrefois connu pour sa rage, devient un homme de foi, prêchant l'amour et le pardon. J'ai appris que la vraie force, c'est l'humilité, dira-t-il à The Guardian, 2014. Sa relation avec Ali évolue aussi. Loin du ring, les deux hommes commencent à se respecter. Ali m'a appelé un jour pour plaisanter, et j'ai réalisé qu'il n'était pas mon ennemi, racontera Foreman, USA Today, 2025. Cette graine d'amitié, plantée dans l'adversité, grandira dans les années à venir. En 1987, à 38 ans, George Foreman revient à la boxe après une décennie d'absence, motivé par le besoin de financer son centre communautaire à Houston, qui aide les jeunes défavorisés. Moqué pour son âge et son poids, 120 kilos, il surprend le monde. On m'appelait le gros grand-père, mais je savais ce que je valais, dira-t-il à ESPN, 2016. Entre 1987 et 1994, il enchaîne 24 victoires, dont 21 par KO, prouvant que sa puissance est intacte. En novembre 1994, à Las Vegas, il affronte Michael Moorer, champion WBA de 26 ans. À 45 ans, Foreman le met KO au 10e round avec un direct droit dévastateur, devenant le champion poids lourd le plus âgé de l'histoire, The Athletic, 2025. J'ai boxé avec mon cœur, pas ma rage, confiera-t-il, USA Today, 2025. Ce retour, improbable à l'époque, redéfinit les limites de l'âge dans le sport. Ali m'a appris qu'on peut toujours se relever, peu importe l'âge, dira-t-il à The Ring, 2000. Parallèlement, son amitié avec Ali s'épanouit.
En 1996, lors de la cérémonie des Oscars, Foreman aide un Ali affaibli par la maladie de Parkinson à monter sur scène pour recevoir un prix pour When We Were Kings, le documentaire sur le Rumble in the Jungle. Voir Ali si fragile m'a brisé le cœur, mais l'aider était un honneur, dira Foreman, The Guardian, 2014. Ce moment, capturé devant des millions de téléspectateurs, symbolise la transformation de leur rivalité en fraternité. Il n'était plus mon rival, c'était mon frère, confiera Foreman, USA Today, 2025. Ali, malgré sa maladie, reste une source d'inspiration pour Foreman, qui adopte son humour et son charisme dans ses apparitions publiques. Foreman devient aussi une icône mondiale grâce au George Foreman Grill, lancé en 1994. Avec plus de 100 millions d'unités vendues, il amasse une fortune estimée à 300 millions de dollars, Forbes, 2025. Le grill m'a rendu célèbre, mais la boxe m'a donné une voix, dira-t-il. Son charisme, mêlé d'humilité et d'humour, le rend cher au public. Lorsque George Foreman s'éteint le 21 mars 2025, à 76 ans, le monde pleure un champion, un pasteur et un homme d'affaires. Annoncé par sa famille sur Instagram, sa mort bouleverse les fans. Nos cœurs sont brisés, déclare leur communiqué, accompagné d'une photo de Foreman entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ESPN, 2025. Les hommages affluent, Scottie Pippen écrit « Ton héritage perdure, champion ». Bob Arum le qualifie de l'un des plus grands cogneurs et personnalités de la boxe. Jim Lampley, en larmes, déclare « C'était un grand boxeur, mais un être humain encore plus grand ». The Athletic, 2025. Foreman n'était pas seulement un champion. Avec le George Foreman Grill, qui a vendu plus de 100 millions d'unités et généré 300 millions de dollars, il a révolutionné la culture populaire. Forbes, 2025. Mais c'est son parcours, de délinquant à pasteur, qui touche le plus. Muhammad Ali, mort en 2016, reste une icône mondiale pour son courage, son militantisme et sa victoire à Kinshasa. Avant sa mort, Foreman révèle une vérité poignante, Ali m'a appris que perdre peut être une victoire si on grandit, USA Today, 2025. Leur amitié, née dans la rivalité, est scellée par des moments comme les Oscars 1996, où Foreman soutient Ali, affaibli par Parkinson. Nous étions des frères, forgés dans le feu du ring, dira-t-il, The Guardian, 2025. La fille d'Ali, Rajda, rend hommage à Foreman, ton papa boxe avec le mien au paradis, X-Post, 2025. Leur lien inspire des générations, prouvant que la rivalité peut mener à l'amour. Quel aspect du lien entre George Foreman et Muhammad Ali vous inspire le plus? Partagez en commentaire. Likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits sur Hollywood.